Alors bonjour, vous avez ici la suite du précédent bloc de Praxagora qui est consacré aux symboles dans la démocratie, et en l'occurrence dans l'œuvre de Philippe Ross. Et donc nous allons nous tourner plus spécialement, après avoir étudié l'importance de ces timbres qui interviennent dans les cauchemars de Philippe, on va voir ce qu'il en est des monuments commémoratifs. Donc finalement, dans le livre de Philippe Ross, on a une grande importance accordée à ces monuments commémoratifs, notamment le monument d'Abraham Lincoln, qui dans le chapitre 2 va être à la fois souligné dans son importance pour l'histoire de la démocratie américaine, et puis va sembler soudain vaciller, va sembler soudain fragilisé par la réalité de ce que vivent la famille de Ross. Et donc c'est tout un procédé d'écriture qui est révélé ici. Finalement, ce que fait Philippe Ross, c'est qu'il réécrit l'histoire américaine en faisant tomber de son piédestal les statues qui honorent la démocratie américaine. On peut dire que la statue de Lincoln va en quelque sorte vaciller autant que Winchell sur sa caisse à savon va se retrouver assassiné après avoir fait figure d'un opposant assez vindicatif et finalement attisant la violence quand il tombe de sa caisse à savon et qu'il est finalement assassiné. On voit ici l'iconoclasme de Philippe Ross, c'est-à-dire ce qu'on entend par iconoclasme dans l'histoire des religions, c'est le fait de briser les idoles. Donc ce que fait Philippe Ross en tant qu'auteur à scandale, c'est ça, il brise des idoles. La démocratie est une idole, la démocratie présente des belles images, une belle figure, et lui, il va déchirer l'image, il va faire tomber la statue de son piédestal. Et après la lecture de Philippe Ross, en quelque sorte, on ne peut plus vraiment visiter le monument d'Abraham Lincoln, j'imagine, pour un Américain, sans finalement avoir perdu une forme de sa naïveté, de son enthousiasme. Donc les monuments commémoratifs sont présents dans le chapitre 2, où les Ross se rendent à Washington. Page 71, ils donnent leur objectif, qui est de visiter, je cite, les sites historiques et les célèbres sièges des institutions. Ils veulent ressentir le poids de l'histoire. Ça, c'est vraiment très important dans le livre de Ross. Et Herman insiste beaucoup sur le fait qu'être un bon citoyen américain, c'est finalement connaître son histoire. Goethe disait qu'il ne connaît pas le poids de 3000 ans d'histoire vit seulement au jour le jour. C'est exactement ce que veut dire Herman. Il est dépité que les Américains ne connaissent pas leur histoire. Il veut absolument que ses enfants soient des bons citoyens qui connaissent l'actualité, mais aussi l'histoire. Parce que l'histoire est censée éclairer par les valeurs des grands hommes le présent et guider, en fait, comme un flambeau. Et donc, il y a une sorte de foi de Herman inébranlable dans les valeurs de la démocratie. Il voue une sorte de culte à Lindbergh, mais aussi à Lincoln, euh, et donc à Washington et à tous les grands hommes. Et il y a une sorte de pèlerinage, en fait, des Ross, qu'on pourrait comparer à une forme de religion. Il en est de même chez Tocqueville, quand il va sur les traces de François-René de Chateaubriand, qui était un membre de sa famille qui était allé aux États-Unis avant lui. Et quand Tocqueville y va avec Gustave de Beaumont, il veut absolument revoir les chutes du Niagara aussi au Canada, mais aussi certains parcs. Il veut absolument passer sur les traces de son grand-oncle. Donc en fait, ce à quoi on va assister ici dans ce livre, c'est une forme de désacralisation qu'on rencontre aussi un petit peu dans les livres de Tocqueville, quand par exemple il voit que les Indiens se font déporter. Donc finalement les beaux paysages sublimes perdent de leur côté euh, euh, grandiose pour devenir minables. Donc là, c'est vraiment ça qui va se passer. Alors, page 96, on voit que les Ross choisissent de prendre un guide. Donc, ils se demandent un petit peu pourquoi ce guide leur arrive dessus. Ils se disent que ça a dû être repéré, qu'ils sont des étrangers. Donc, ils se font en quelque sorte presque stigmatisés par le fait qu'on repère qu'ils sont étrangers et qu'ils sont des touristes. Et donc, le guide qui devrait servir à valoriser les symboles va finalement instaurer une distance critique par rapport au monument. C'est-à-dire que son discours va venir s'intercaler entre l'expérience des Ross quand il voit le monument et le monument lui-même, et va créer un écart qui va devenir progressivement un grand écart. Alors c'est aussi l'occasion pour Ross, Philippe Ross, l'auteur, écrivain, de glisser des éléments historiques précis sur ces monuments et donner une crédibilité au luxe de détails qu'il donne sur les monuments. Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a de plus en plus une distance, parce que les Ross se demandent qui est ce guide, est-ce que ce guide est en accord avec leurs valeurs politiques à eux,
ou est-ce que finalement il n'est pas en accord et est-ce qu'il ne faut pas se taire un peu plus devant ce guide que ce qu'Herman veut faire. Et Bess est assez sensible, elle dit on ne sait pas qui est ce guide, etc. Donc ça introduit un écart par rapport au monument qui est intéressant. Alors la question qu'on pourrait poser par rapport à notre thème, c'est ici la question des grands hommes dans la démocratie. Est-ce qu'ils ont leur place en démocratie? On a déjà abordé ce thème-là. Est-ce que finalement tout régime politique, même si c'est le gouvernement du peuple, a besoin de grands hommes qui incarnent cette union? Et en fait, Herman répond oui, hein, il y a besoin de ces grands hommes. Et donc, il dresse la liste sacrée de tous ces présidents qui va jusqu'à Franklin Delano Roosevelt. Hein, donc, le présent s'inscrit dans le passé. Il y a une sorte de filiation des grands hommes entre eux parce qu'ils défendent les mêmes valeurs de la démocratie américaine. Herman est d'ailleurs dépité que les Américains ne connaissent pas leur propre histoire. Pour lui, c'est ce qu'on a dit, les enfants doivent être parfaitement instruits sur leur histoire pour être de bons Américains. Et il y a déjà des grincements du fait que, en fait, face à ce monument où la statue de Lincoln apparaît en gloire sur son vaste trône, il y a une forme d'emphase. Finalement, les grincements vont venir du fait que, à la fois, on va avoir la lecture d'extraits du discours de Gettysburg par Herman, et puis l'antisémitisme d'une vieille femme et d'un monsieur qui vont rappeler le décalage profond entre ces textes de la Constitution et puis la réalité que vivent certains citoyens. Donc c'est ce décalage qui va être ressenti. Hein. Donc une vieille femme va dire Dieu merci, nous avons le président Lindbergh et donc il va y avoir une altercation et finalement on va demander à Herman si ça le dérange qu'on dise cela. Il dit non monsieur, on est en démocratie. Donc lui montre qu'il est tolérant par rapport à la diversité des opinions, mais on voit qu'il est obligé de se faire petit hein, parce qu'il est victime d'un antisémitisme. Page 100, en fait, on voit les insultes arriver, hein, cette grande gueule de juif, une sorte de violence verbale qui s'installe, comme dans Les Cavaliers, on a le Paphlagonien et donc le charcutier qui s'insultent, hein, qui font un duel d'insultes. Là, la violence est verbale, hein, qui prend le pouvoir par le langage, prend le pouvoir tout court. On voit que la prise de pouvoir dans toute situation passe par un usage du langage. Et ici, on passe d'un langage châtié on passe de lettres d'or où inscrit le nom d'Abraham Lincoln à des insultes. Hein. Il y a un changement de registre, un clash entre les différents registres engagés. Herman se croyait américain à part entière, il est renvoyé au statut de minorité, hein, donc à son appartenance religieuse, sa communauté. Hein, d'ailleurs, le petit Philippe va devoir aussi se rendre compte qu'il est juif, hein, donc que sa mère a le profil juif et que lui aussi, hein, donc ça va être stupéfait un peu plus tard dans le livre. Et donc c'est page 101 qu'il y a ce discours de Gettysburg qui est évoqué, et ce discours, on peut rappeler qu'il va figurer dans la Constitution américaine, mais aussi dans la Constitution française qui va s'en inspirer. Et en fait, ce discours va évoquer une forme d'Éden patriotique, de paradis terrestre perdu, dont les Rosses vont être chassés. Hein. Donc il y a beaucoup d'évocations religieuses. Et tout à coup, il va y avoir une sortie du paradis, quoi. Hein. Donc vraiment une expulsion du paradis, une chute de la famille Ross, qui va avoir plusieurs niveaux, parce qu'ils vont être chassés, bien sûr, symboliquement de cet Éden patriotique, mais aussi ils vont être chassés de leur hôtel, hein, donc de manière beaucoup plus triviale. Et donc il va y avoir une sorte de parallèle avec là l'humour noir de Philip Roth, bien sûr, entre le fait qu'ils sont exclus de la patrie américaine et du statut d'américain et de l'hôtel. Hein. Donc il y a une sorte de parallèle. Ils sont chassés de la maison américaine et de l'hôtel. Alors, page 102, on voit une phrase intéressante. Il ne m'était plus possible de ressentir cette extase patriotique qui m'avait transporté. C'est-à-dire que là, le petit Philip Ross a perdu la foi. Hein, donc, il n'arrive plus à croire à ce qu'il voit. Il y a une panique de Bess d'ailleurs, et l'enfant veut aller au secours de sa mère, mais il se sent démuni, il n'arrive pas à bouger, il devient mutique. Et donc, il y a le silence en fait, et l'absence de possibilité d'agir chez l'enfant, qui sont symboles du fait qu'il est un infant, c'est-à-dire un enfant, celui qui ne parle pas, qui ne peut pas vraiment mettre des mots sur ce qu'il ressent, mais qui est profondément choqué.
Donc l'humour noir, dont je vous en ai parlé, c'est le fait qu'on leur reproche d'avoir volé une savonnette. Hein, tout leur bagage se retrouve dans le hall de l'hôtel. Donc il y a encore question de cette savonnette, la caisse à savon qui sera celle sur laquelle Winchell va proposer sa candidature. Donc il y a toujours des sortes de petits effets d'écho pour faire un peu rire son lecteur entre les lignes. Et ça se termine, page 108, par des moqueries. Hein, donc les gens se moquent dans l'hôtel des Ross. Donc non seulement ils se font insulter, mais ils se font aussi humilier et moquer. Et donc là, le rire devient un rire jaune. Hein, on a vu déjà le rire plusieurs fois arriver. Là, c'est le rire qui exclut en fait une partie de la société du rang de citoyen à plein niveau. Donc là, page 110, on a tout à coup des nouveaux symboles qui arrivent. Donc c'est un petit peu comme une répétition du schéma des timbres. C'est-à-dire qu'on a vraiment symbole contre symbole. Sur le timbre qu'on avait vu en fin de premier chapitre, il y a le parc de Yosemite qui est couvert d'une croix gammée. Et là, tout à coup, on est à Washington, on est en train d'honorer Lincoln. Et puis, c'est l'avion en fait, de Lindbergh qui arrive dans le ciel. Et la fascination de Sandy et des autres pour cet avion. Et cette fascination dont ils ne peuvent s'empêcher à laquelle ils ne peuvent s'empêcher de participer. Hein. Donc on voit qu'ils sont pris, en fait, notamment les enfants, dans l'admiration pour cet avion. Donc là encore, c'est la symbolique de la démocratie versus finalement la propagande du totalitarisme. Page 111, ça se termine encore avec une forme d'humour noir, c'est le cas de le dire, puisqu'ils sont obligés de se rabattre dans un hôtel miteux. Et il y a un grand noir un peu dégingandé qui leur souhaite la bienvenue. Et il prend une sorte de ton procédurier comme s'ils arrivaient au Ritz, alors que l'hôtel est tout à fait miteux. Et cet hôtel s'appelle Evergreen, donc le toujours vert, enfin bref, ça rappelle un peu le Green Book. Donc ce que promet l'Amérique et puis ce qu'elle réalise, entre les deux, il y a un écart. C'est la fin d'un mythe ici pour les Ross. Et donc, si on revient à notre notion de symbole, donc ce qui était symbolais, je vous ai dit que c'était à l'origine chez les Grecs, sun avec, hein, c'est ce qui permet d'unir bolet, donc un tesson rond qu'on pouvait casser en deux pour que le père et le fils gardent chacun un morceau, ou celui qui part à la guerre, qu'on puisse le réunir à nouveau à nous. Et puis ici, ce symbole est définitivement brisé. Hein, donc là, on voit le symbole qui est brisé, le tesson qui est brisé irrémédiablement. Et ce qui est brisé, c'est à la fois l'unité nationale, puisque une minorité juive n'est plus la bienvenue, devient un bouc émissaire. Et de l'autre côté, l'unité familiale aussi est rompue, puisque Sandy va être fascinée par Lindbergh et va se faire embrigader dans toute la symbolique du programme Des gens parmi d'autres. Et donc il va, lui, aller contre les rituels de sa religion juive et aller jusqu'à manger du porc, etc. Donc il va y avoir une désacralisation, là encore, des rituels religieux, un manque de respect, où tout est bafoué. Et donc ça va être assez intéressant aussi de voir qu'il y a un processus d'embrigadement avec le procédé des gens parmi d'autres. Et ce procédé, ce programme qui est mis en place en partie par Evin et le rabbin Begelsdorf pour soi-disant assimiler les juifs à la nation, va être là pour les casser, briser l'union avec leur propre communauté. Donc c'est encore plus pervers avec le décalage entre ce qui est annoncé et ce qui est réalisé. Et donc voilà ce qui va se passer. On a des sortes comme les jeunesses hitlériennes ou les fascis, c'est-à-dire les faisceaux qui étaient promenés par Mussolini dans la rue pour faire l'union sacrée. Donc là, ça devient des symboles inquiétants, hein, donc cauchemardesques, que Ross se plaît à faire surgir dans son livre pour un petit peu effrayer son lecteur, le réveiller donc de son sommeil patriotique. Donc je vous remercie d'avoir suivi, et puis donc la suite, on va envoyer sur également le nouveau programme de l'an prochain.